Mon père a découvert mon salaire, puis a essayé de donner ma maison à ma sœur pour y gâter, alors je lui ai fait regretter. Salut tout le monde. J'essaie d'écrire ce post depuis 1 heure. Je supprime, je recommence, mais j'ai besoin de sortir tout ça de ma tête, parce que ça me ronge. J'ai 31 ans, homme, et je travaille aujourd'hui comme promoteur immobilier. Mais toute cette histoire a commencé quand j'avais 15 ans. Ma vraie mère est morte d'un cancer quand j'avais 4 ans. Quand j'ai eu 7 ans, mon père, 42 ans à l'époque, a épousé cette femme. Je vais l'appeler Beth, 35 ans, parce que c'est son vrai prénom, lol. Elle avait l'air sympa au début, faisait le truc de belle-mère qui en fait trop, vous voyez le genre. Mais tout a changé après qu'elle a eu ma demi-sœur, Jenny. Quand j'étais enfant, mon père a toujours été super dur avec moi, genre complètement excessif. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant pour lui. Je me souviens encore avoir eu un B+ à un test de chimie vraiment difficile, et au lieu d'être content, il m'a juste regardé en disant « Pourquoi ce n'est pas un A ? J'ai fait l'équipe de basket ?» Il disait « Pourquoi tu n'es pas titulaire ?» Ce genre de remarques, tout le temps. Mais avec Jenny, c'était totalement différent. Elle pouvait littéralement rater un test et il lui disait « Oh, chérie, ce n'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. » Beth s'assurait que Jenny soit traitée comme une sorte de princesse alors que moi, j'étais juste le gars qui gâchait tout. Avec le recul, je suis presque sûr que j'avais du TDAH ou quelque chose du genre qui n'a jamais été diagnostiqué. Genre, je ne pouvais pas rester assis en classe, j'avais du mal à me concentrer, ce genre de choses. Mais au lieu d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas, mon père me criait juste dessus. Sa phrase préférée, c'était « Pourquoi tu ne peux pas être normal comme ta sœur ?» Pendant que Beth restait là à hocher la tête, comme si j'étais un problème qu'il fallait réparer. Mon père bossait des heures de dingue dans son entreprise de construction, donc il n'était presque jamais à la maison. C'est là que Beth montrait vraiment qui elle était. Elle oubliait de préparer assez de nourriture pour le dîner, donc je devais me faire un sandwich. Ou elle lavait mes vêtements exprès n'importe comment pour qu'ils rétrécissent ou soient ruinés. Des petites choses que je ne pouvais pas vraiment prouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'essayais d'en parler à mon père, il disait juste que je cherchais encore à créer des problèmes, parce que c'est ce que Beth lui faisait croire. Le pire, c'était tous les jeux psychologiques qu'elle faisait. Elle déplaçait mes affaires puis disait à mon père que j'étais désordonné. Ou quelque chose se cassait et c'était toujours ma faute. Mon père la croyait à chaque fois, parce que pourquoi Beth mentirait-elle ? Elle l'avait complètement embobinée. Puis il y a eu ce jour qui a tout changé. Je rentrais de l'école, je prenais mon raccourci habituel par Wilson Park. C'est là que j'ai vu Beth avec un type près du vieux kiosque. Au début, je pensais que c'était peut-être juste un ami ou quelque chose comme ça, mais ensuite je les ai vus s'embrasser, et pas juste un petit bisou, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que Beth m'a vu courir, mais je n'en suis pas certain. Je connaissais aussi le type, Marc, je crois. Il venait parfois à la maison pour ces soi-disant réunions caritatives que Beth organisait. Un mec super baraqué, toujours en costume chic, on aurait dit qu'il vivait à la salle de sport. Je ne savais pas quoi faire. Le dire à mon père ? Ouais, bien sûr. Comme s'il allait me croire. Beth avait passé des années à lui faire croire que j'étais juste un fauteur de troubles. Et puis Jenny avait 8 ans à l'époque, et mon père était obsédé par elle. Il aurait sûrement pensé que j'étais juste jaloux ou que j'essayais de créer des problèmes. Donc je me suis tu, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu, mais ensuite j'ai commencé à remarquer des trucs impossibles à ignorer. Par exemple, les cheveux de Jenny étaient d'un roux brun bizarre que personne d'autre dans la famille n'avait. Mon père ne remarquait rien parce qu'il était toujours distrait. Un soir, je me suis levé pour boire de l'eau et j'ai entendu Beth au téléphone. J'allais entrer dans la cuisine, mais dès que j'ai entendu son ton, je me suis arrêté. Elle chuchotait, mais j'ai entendu assez pour que mon estomac se retourne. Tu ne comprends pas, Marc. Il commence à remarquer. Je n'avais aucune idée de qui elle parlait au début, mais ensuite elle l'a dit. Il croit qu'elle est à lui, mais on sait tous les deux la vérité. J'ai senti l'air disparaître autour de moi. Je savais exactement de qui elle parlait. Jenny. Mon père n'était pas son père. C'était Marc. J'ai dû faire un bruit, parce que Beth s'est soudain tue. Puis elle a lancé d'une voix toute sucrée, « Chérie, tu ne devrais pas être debout à cette heure. » J'ai filé dans ma chambre avant qu'elle ne me voie. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais pas de preuves, mais je savais. Je savais la vérité. Et je savais que Beth ferait n'importe quoi pour m'empêcher de le dire à mon père. Elle a dû comprendre que je savais quelque chose, parce qu'elle a commencé à me surveiller comme un faucon, surtout près de Jenny. Je ne pouvais même plus passer devant la chambre de Jenny sans que Beth surgisse de nulle part pour demander ce que je faisais. Elle a commencé à dire à mon père que j'agissais bizarrement avec Jenny. Maintenant, je comprends. Elle préparait quelque chose. Elle rendait mon père méfiant envers moi. Je me rappelle d'une fois où j'aidais simplement Jenny avec ses tables de multiplication. Des maths basiques, quoi. Beth est entrée et a presque arraché Jenny de la chaise, disant qu'elle allait l'aider elle-même. Ensuite, elle a dit à mon père que je me rapprochais trop de Jenny. La façon dont elle l'a dit, j'entends encore sa voix. Ça me dégoûte encore aujourd'hui. Ça a continué comme ça 2 semaines.
Beth surveillait absolument tout ce que je faisais, murmurait des trucs à mon père quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Mon père me lançait des regards bizarres pendant le dîner. J'essayais de rester dehors le plus possible, mais ça empirait les choses. Beth disait à mon père que je prenais sûrement de la drogue. Et personne n'a jamais demandé si j'allais bien. Personne n'a remarqué que mes notes s'effondraient parce que j'étais terrifié et stressé. Mon père était juste de plus en plus en colère. Puis, 2 semaines après avoir vu Beth avec Marc au parc, je suis rentré de l'école comme d'habitude. J'ai senti quelque chose de bizarre en entrant. Il y avait 2 voitures de police garées devant la maison, et j'entendais Beth pleurer avant même d'ouvrir la porte, ce genre de faux sanglots que les gens font quand ils cherchent l'attention. J'entre, et Beth est sur le canapé, en train de pleurer à chaudes larmes, avec 2 policiers assis en face d'elle. Mon père est debout dans un coin, l'air prêt à tuer quelqu'un. Jenny est introuvable. Tout le monde arrête de parler et me regarde quand j'entre. Un des policiers se lève et me demande si on peut parler. Il m'emmène dans la cuisine pendant que l'autre reste avec Beth et mon père. C'est là qu'ils me disent que Beth et Jenny leur ont raconté que je touchais Jenny, de manière inappropriée. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Mon cerveau s'est juste éteint, ou un truc comme ça. Je n'arrêtais pas de répéter, quoi? Non. Ça n'est jamais arrivé. Encore et encore. Mais il continuait à poser ces questions horribles. Où l'avais-tu touché? Combien de fois? Est-ce que tu l'avais menacé pour qu'elle se taise? J'avais l'impression que j'allais vomir. J'entendais Beth dans l'autre pièce, toujours en train de faire semblant de pleurer, disant des trucs comme « j'aurais dû savoir ». J'ai vu les signes. Mon père ne disait rien. Il restait là, les poings serrés. Les policiers m'ont demandé si je voulais faire une déclaration. Je leur ai dit que Beth mentait, qu'elle essayait de se débarrasser de moi parce que je l'avais vu tromper mon père. Grosse erreur. Ils ne m'ont pas cru. Mon père a complètement explosé quand il m'a entendu dire ça. Il s'est mis à hurler que j'essayais de détruire son mariage parce que j'étais jaloux de Jenny. Il m'a traité de tous les noms possibles. Il a dit que j'étais dérangé et que j'avais besoin d'aide. Les flics n'ont trouvé aucune preuve, évidemment, puisque rien n'était vrai. En plus, je n'avais que 15 ans à l'époque. Mais le mal était fait. Mon père m'a jeté un sac poubelle et m'a dit que j'avais 10 minutes pour faire mes affaires et dégager. Il m'a dit que si je m'approchais encore de Jenny, il me tuerait lui-même. J'ai essayé une dernière fois de lui parler de Beth et Marc, mais il m'a littéralement attrapé par le col et m'a poussé vers l'escalier. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Beth se tenait là avec ce petit sourire en coin que moi seul pouvais voir. J'ai pris les vêtements que je pouvais mettre dans le sac et mon sac à dos de l'école. J'ai essayé de prendre ma Game Boy, mais mon père a dit que tout dans la maison lui appartenait plus qu'il l'avait payé. Pendant que j'étais en haut, j'entendais Beth en bas, sûrement en train de s'assurer que mon père reste en colère. Quand je suis redescendu, Jenny était là. Elle avait l'air perdue, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Beth la tenait dans ses bras comme si elle la protégeait de moi. C'est ça qui me tue le plus, le regard de Jenny. Elle n'était qu'une enfant. Beth a utilisé sa propre fille pour se débarrasser de moi. Mon père m'a dit de lui rendre ma clé de maison, qu'il n'était plus mon père. Beth a fait un faux air triste et a dit, peut-être qu'un jour tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. J'avais envie de hurler qu'elle mentait, que c'était elle qui avait besoin d'aide. Mais à quoi bon? Personne ne m'aurait cru. Ils m'ont regardé partir, pour être sûr que je m'en aille vraiment. Je me suis retourné une fois. Mon père tenait Jenny et Beth dans ses bras, et Beth faisait toujours semblant de pleurer. La dernière chose que j'ai entendue, c'est mon père dire à Jenny qu'elle était en sécurité maintenant. J'ai marché pendant des heures cette nuit-là. J'avais environ $40 dans mon portefeuille et aucune idée de quoi faire. Je ne pouvais aller chez aucun ami parce que Beth avait déjà dit à tous leurs parents que j'étais une sorte de prédateur. Elle avait tout planifié parfaitement. J'ai trouvé ce bâtiment abandonné où quelques sans-abri logeaient. Ils m'ont laissé dormir là la première nuit. C'est là que j'ai vécu les mois suivants. Impossible d'aller à l'école, évidemment. Pas moyen d'obtenir un vrai travail, j'avais seulement 15 ans. J'ai fait des trucs dont je ne suis pas fier juste pour manger. Le pire, c'est que Beth avait veillé à ce que toute la ville entende sa version de l'histoire. Je ne pouvais aller nulle part sans que les gens me regardent de travers. J'ai perdu tous mes amis. Même les profs qui m'appréciaient avant ne voulaient plus me parler. Ma vie entière avait disparu. C'est pour ça que j'ai fini par quitter la ville. J'ai passé environ 6 mois dans ce vieux bâtiment abandonné dont j'ai parlé. C'était un ancien entrepôt près des voies ferrées. Il y avait 5 ou 6 autres gars qui vivaient là aussi. La plupart étaient des gens décents qui avaient juste eu de la malchance. Ce vieux gars, Tom, m'a un peu pris sous son aile. Il vivait dans la rue depuis des années après la mort de sa femme et la perte de son job. Il m'a appris où trouver de la nourriture, quels endroits te laissent utiliser leurs toilettes, comment rester au chaud l'hiver, des trucs de survie de base, auxquels je n'aurais jamais pensé avoir besoin un jour. Je pensais que mon père finirait par ouvrir les yeux, réaliser la vérité, venir me chercher. Mais il ne l'a jamais fait. Il s'en fichait complètement. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne voulait m'embaucher. Beth avait fait en sorte que tout le monde dans notre petite ville connaisse sa version des faits. Même McDonald's m'a refusé. J'étais le mec dont tout le monde chuchotait en faisant les courses. Les parents attrapaient leurs enfants par le bras pour les éloigner quand ils me voyaient.
J'ai commencé à faire des trucs louches pour survivre. Rien de violent, mais ouais, je ne suis pas fier de cette période. Tom n'arrêtait pas de me dire que je devais quitter la ville. Recommencer ailleurs. Mais j'avais peur, vous savez? J'étais juste un gamin. Où voulais-tu que j'aille? Puis une nuit, les flics sont arrivés à l'entrepôt. Quelqu'un nous avait signalé pour intrusion. Ils nous ont donné 10 minutes pour partir. J'ai perdu la plupart de mes affaires ce soir-là. Ce qu'il me restait, en tout cas. Tom et moi avons marché jusqu'à la ville suivante. Toute la nuit. On a fini dans un dîner à une station-service. Je comptais mon argent. Il me restait environ 27 $. Tom me dit alors qu'il a un cousin dans la grande ville qui pourrait peut-être m'aider. Ce cousin gère des restaurants et lui doit une faveur. La grande ville était à 200 miles, mais qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Tom m'a donné l'adresse de son cousin et les derniers 40 $ qu'il avait. Il m'a dit de partir tant que j'en avais encore la chance. Il disait qu'il était trop vieux pour recommencer, mais que moi je pouvais encore m'en sortir. Je ne l'ai jamais revu après ça. Parfois je me demande ce qu'il est devenu. J'ai pris un Greyhound pour la grande ville. J'ai passé ma première semaine à dormir dans la gare routière. J'ai fini par trouver le cousin de Tom, Dave. Rien à voir avec ce que j'imaginais. Un gars super propre, qui gérait 3 restaurants. Il m'a donné un job comme plongeur dans un restaurant italien chic. Les premiers mois ont été durs. Je dormais dans le local de stockage du restaurant. Dave me laissait y rester après la fermeture. J'ai économisé chaque centime. J'ai enfin eu assez pour louer une minuscule chambre dans un quartier vraiment craignos. Mais bon, c'était la mienne. J'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur le métier de la restauration. Je suis passé de la plonge à la préparation, puis cuisinier de ligne. Le chef a remarqué que j'étais bon avec les chiffres et a commencé à m'apprendre les coûts de nourriture, l'inventaire, ce genre de choses. On avait une cliente régulière, Amy. Elle venait avec sa mère environ 2 fois par semaine, s'asseyait toujours dans ma section quand je suis devenu serveur. Elle était étudiante en commerce ou un truc du genre. On parlait quand ce n'était pas trop chargé. Elle a été la première personne depuis des années à ne pas me regarder comme si j'étais une ordure. Je me souviens exactement de ce qu'elle a dit la première fois, et « Qu'est-ce qui est bon ici ?» Elle m'a demandé ça en me regardant vraiment, pas en regardant le menu. La carbonara est super. Marco fait la sauce maison, j'ai dit, l'air d'un idiot probablement. Tu sais vraiment qui prépare quoi? Elle a souri. Dans la plupart des endroits où je vais, les serveurs lisent les plats du jour et disparaissent. On a parlé pendant 10 minutes de nourriture. Sa mère restait là à sourire. Après, j'ai entendu sa mère dire « Amy, arrête d'embêter ce pauvre serveur. Il a d'autres tables. » Amy regarda autour du restaurant vide et éclata de rire. « Ouais, maman. Il est clairement débordé. » Elles ont commencé à venir plus souvent, toujours en demandant ma section. Amy étudiait le commerce à l'université locale, et elle apportait parfois ses devoirs. Un soir, elle galérait sur un exercice de comptabilité. Ça n'a aucun sens, grognatait-elle en fixant son manuel. Comment une entreprise peut perdre de l'argent mais afficher quand même un bénéfice? Comptabilité créative, ai-je dit en remplissant son verre d'eau. Il déplace probablement des chiffres pour faire bonne impression auprès des investisseurs. Elle m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Comment tu connais la comptabilité d'entreprise? La vérité, c'est que je lisais des livres de business à la bibliothèque. Je voulais comprendre comment fonctionnaient les restaurants. Peut-être en ouvrir un jour. Je lui ai dit ça, et elle est devenue super enthousiaste. C'est incroyable. La plupart des gens de notre âge s'en fichent complètement. Et, tu veux regarder cet exercice avec moi? Et voilà que je me retrouvais assis à sa table pendant ma pause, en train de l'aider avec ses devoirs. Sa mère nous regardait toujours avec ce sourire entendu. Ça a duré des mois. Amy venait, on parlait de business, et j'essayais de ne pas tomber amoureux d'elle. Évidemment, j'ai lamentablement échoué sur ce point. Elle était tellement intelligente, mais ne me faisait jamais me sentir idiot. Un jour, elle m'a dit, « Je ne comprends pas pourquoi tu travailles ici. Tu es clairement doué pour tout ce qui touche au business. Tout le monde ne peut pas se payer l'université, » ai-je marmonné, gêné. « Tu n'as pas besoin d'université pour réussir, dit-elle. Mon père n'y est jamais allé, et il possède 3 entreprises maintenant. Il dit que l'expérience compte plus que les diplômes. » Cette conversation m'a marqué. J'ai commencé à penser que je pouvais faire plus que travailler dans des restaurants. J'ai fini par obtenir mon jet en étudiant à la bibliothèque pendant mes jours de repos. Amy m'a aidé avec les maths. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, et je ne lui ai jamais rien raconté. J'avais trop peur qu'elle arrête de me parler si elle savait. Pendant environ 5 ans, ma vie s'est résumée à me réveiller, travailler, étudier, dormir. Recommencer. Pas de rendez-vous, pas vraiment d'amis. Juste survivre et essayer d'être meilleur. Et tout ce temps, je pensais à Jenny, espérant que Beth ne la détruisait pas comme elle m'avait détruit. Un soir, Amy est arrivée tout excitée. Devine quoi? Mon père cherche quelqu'un pour aider à gérer son nouveau projet de développement immobilier. Un poste débutant, mais avec beaucoup de potentiel. Tu devrais postuler. Je me suis figé. Amy, je n'ai même pas fini le lycée. Mais tu as ton GED, non? C'est tout ce qui compte. Allez, tente le coup.
Quel est le pire qui puisse arriver? Le pire? Qu'elle découvre mon passé, les mensonges de Beth, tout. Mais Amy insistait. S'il te plaît? Pour moi? Papa me fait confiance, et je sais que tu serais incroyable. Alors j'ai postulé. J'ai dû emprunter un costume à Dave, il m'allait mal. L'entretien était terrifiant. Le père d'Amy m'a regardé pendant une minute entière avant de parler. Amy dit que tu comprends le business. Prouve-le. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à parler intelligemment des tendances en développement immobilier que j'avais lues, et j'ai même proposé quelques idées pour son nouveau projet. À la fin, il a juste hoché la tête, tu commences lundi. Quand je l'ai dit à Amy, elle m'a serré dans ses bras. La première étreinte que j'avais eue depuis des années. J'ai failli pleurer dans le restaurant. Tu vois? Je t'avais dit que tu pouvais le faire. Ce job a tout changé. Son père est devenu comme le père que j'aurais toujours voulu avoir. Il écoutait réellement mes idées. Il m'a tout appris sur le développement immobilier. En un an, je gérais mes propres projets. Pendant ce temps, Amy et moi nous rapprochions. On prenait des cafés après le travail, on parlait pendant des heures. Mais je ne l'ai jamais invité à sortir. Je pensais toujours à mon passé, aux mensonges de Beth. Amy méritait mieux qu'un ancien sans-abri. Puis un soir qui a tout changé. On travaillait tard sur une proposition de projet, juste nous deux au bureau. Tu sais, dit Amy soudainement, pour quelqu'un d'aussi intelligent en business, tu es vraiment nul dans certains domaines. Comment ça? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ça fait 2 ans que j'attends que tu m'invites à sortir. Je suis resté planté là comme un idiot. J'ai fini par dire, je ne suis pas assez bien pour toi, Amy. Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas, et c'est moi, a-t-elle dit. Alors je lui ai tout raconté. Beth, les mensonges, la rue. J'attendais qu'elle ait l'air dégoûtée ou effrayée. Au lieu de ça, elle s'est mise à pleurer. Puis elle s'est énervée. Pas contre moi, contre Beth et mon père. Ces horribles personnes, dit-elle. Comment ont-ils pu faire ça à leur propre fils? Puis elle m'a embrassé. Elle s'est penchée et m'a embrassé. Et voilà comment Amy et moi nous sommes finalement mis ensemble. Mais la vie adore faire ressurgir le passé quand on s'y attend le moins. Amy et moi nous sommes mariés assez vite après avoir commencé à sortir ensemble. Sa famille était incroyable. Il me traitait réellement comme un fils. On a eu notre premier enfant, un garçon, et on a acheté une belle maison de 5 chambres dans un bon quartier. La vie était parfaite. Puis, il y a environ 3 mois, je faisais défiler Facebook au travail et j'ai vu une demande d'ajout. La photo de profil montrait mon père, l'air bien plus vieux que dans mes souvenirs. Je suis resté là à fixer mon téléphone comme un idiot. Amy a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas quand elle est rentrée. J'étais assis dans la cuisine à regarder dans le vide. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle en posant notre fils pour sa sieste. Mon père m'a retrouvé sur Facebook, ai-je dit. Il m'a envoyé une demande. Elle s'est assise près de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Je n'ai pas encore ouvert son message. Tu veux que je le lise d'abord? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a ouvert le message et a lu à voix haute. Fils, je sais que ça fait longtemps. Je vieillis et je pense beaucoup au passé. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Beth et moi voulons arranger les choses. Jenny s'ennuie de son grand frère. S'il te plaît, laisse-nous une chance de nous expliquer. Avec amour, papa. J'ai ri, mais pas un rire heureux. Jenny s'ennuie de moi? Elle ne doit même pas se souvenir de moi. Elle avait 8 ans quand tout est arrivé. Amy m'a serré la main. Elle m'a dit que je n'étais pas obligé de répondre. Mais je l'ai fait. Peut-être que je suis idiot, mais je voulais savoir pourquoi maintenant, après 16 ans. Alors j'ai accepté la demande et j'ai répondu, pourquoi maintenant? Il a répondu vite. J'ai 58 ans. J'ai eu des soucis de santé. Je me suis rendu compte que la vie est trop courte pour les rancunes. Jenny va se marier bientôt. Ça me ferait plaisir que tu sois là. On a échangé quelques messages pendant quelques semaines. J'ai appris que Jenny a maintenant 24 ans. Elle travaille dans le marketing. Fiancée à un avocat. Beth est toujours la même, selon mon père. Ouais. J'en suis sûr. Amy n'arrêtait pas de me dire d'être prudent. Les gens ne changent pas vraiment, tu sais. Mais je voulais croire que mon père avait changé. Stupide, non? Ils ont demandé à venir nous voir. Amy m'a dit que c'était mon choix, qu'elle me soutiendrait quoi que je décide. Alors j'ai dit oui. Grosse erreur. Ils sont arrivés un samedi matin. Mon père avait l'air vieux, vraiment vieux. Cheveux gris, une légère boiterie. Beth, elle, n'avait pas changé du tout, toujours le même faux sourire. Jenny avait grandi, ressemblait encore plus à Marc maintenant, mais personne ne semblait le remarquer sauf moi. Les premières minutes furent gênantes. Personne ne savait quoi dire. Puis Jenny a vu nos photos de famille. C'est ton fils? Demanda-t-elle en regardant les photos de notre petit de 3 ans. Oui. C'est Jake, ai-je dit. Je suis tante, chuchota-t-elle avant de se mettre à pleurer. Beth s'est immédiatement précipitée pour la réconforter. Toujours la même Beth. Mon père est entré dans ma maison comme si elle lui appartenait, observant tout avec cette approbation à peine cachée qu'il ne m'avait jamais donnée autrefois. Tu t'es bien débrouillé, dit-il en hochant la tête. Développer de l'immobilier, je ne l'aurais jamais deviné. Je croisais les bras, déjà en train d'attendre la vraie raison de leur visite.
Le père d'Amy m'a donné une chance, ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air. Contrairement à certaines personnes. Beth, toujours maîtresse dans l'art de retourner les situations, intervint avant que le silence ne devienne trop lourd. Nous avons tous fait des erreurs à l'époque, dit-elle d'un ton mielleux. Nous sommes ici pour arranger les choses. Amy, debout près de la porte, comme si elle attendait une excuse pour s'éclipser, en profita immédiatement. Je vais aller voir Jake, dit-elle en s'éloignant avant de dire quelque chose qu'elle pourrait regretter. Maligne. Jenny, par contre, n'avait aucun filtre. Elle se promenait dans le salon, effleurant les meubles et les murs du bout des doigts, comme si elle essayait de se les approprier. Cette maison est incroyable, dit-elle en regardant le couloir. 5 chambres? Mais vous n'avez qu'un enfant? Je forçai un sourire poli. On prévoit d'en avoir plus. Et on utilise une pièce comme bureau. Pas que ça te regarde. Mon père posa une main sur mon épaule, m'entraînant vers mon bureau avec son fameux parlons entre hommes. Ça aurait dû être mon premier avertissement. Il s'assit dans ma chaise comme s'il en était propriétaire. Fils, dit-il, j'ai quelque chose d'important à te demander. Je restai debout. Quoi? Ta sœur va se marier. Elle va fonder une famille. Il laissa ça planer comme si ça devait m'émouvoir. Il cherche une maison, mais tout est tellement cher de nos jours. Mon estomac se serra. Non. Impossible. Je voyais déjà où il voulait en venir. Tu as tout cet espace, continua-t-il en faisant un geste autour de lui comme s'il essayait de me vendre ma propre maison. 5 chambres pour 3 personnes. Jenny et Steve auraient vraiment besoin d'un endroit comme celui-ci. Tu t'en sors bien. Tu pourrais facilement acheter une autre maison. Je le fixais, attendant la chute. Tu es sérieusement en train de me demander de donner ma maison à Jenny? Eh bien, pas donner exactement, dit-il, comme si ça changeait quoi que ce soit. Peut-être la leur vendre, à bas prix? Tu gagnes bien ta vie maintenant. J'ai littéralement explosé. Dehors, ai-je dit. Il soupira, exaspéré, comme si j'étais le problème. Fils, sois raisonnable. C'est ta sœur. La sœur que vous avez choisie à ma place. Ma voix est sortie plus tranchante que prévu, mais je m'en fichais. Celle pour qui vous m'avez jeté dehors? Cette sœur-là? C'était un malentendu. Je laissai échapper un rire sans joie. Un malentendu? Tu m'as mis à la rue à 15 ans. J'ai vécu dehors. Il eut le culot d'avoir l'air agacé, comme si je sortais un sujet gênant. C'est du passé. Jenny a besoin. Jenny a besoin. Mes mains se serrèrent en poing. Jenny a besoin. Et moi? J'avais besoin de quoi? Peut-être d'un père qui me croyait? Avant qu'il ne puisse sortir une autre excuse, Beth arriva en courant, avec cette expression faussement inquiète collée au visage. Tout va bien ici? J'ai éclaté d'un rire sec. Oh oui, Beth. Tout est fantastique. Je me tournai vers elle, un sourire aussi tranchant qu'une lame. Papa me demande juste de donner ma maison à ta fille. Tu sais, celle qui n'est même pas la sienne. Silence total. Le visage de Beth devint livide. Mon père se figea. Jenny entra, confuse, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. Et juste comme ça, toute la partie avait changé. Je ne suis pas resté pour voir la suite. Je suis simplement sorti de mon bureau pour aller retrouver Amy et Jake. Je les ai trouvés dans le jardin. Jake jouait avec ses camions pendant qu'Amy le regardait. Un seul regard à mon visage et elle a compris. Elle a rentré Jake à l'intérieur pendant que les autres étaient encore en train de digérer ce que je venais de dire. Beth tenta de reprendre le contrôle, prétendant que je mentais, que j'essayais encore de les blesser comme toujours. Classique Beth. Mais cette fois, mon père ne la croyait plus. Peut-être parce que Jenny ressemblait exactement à Mark. Ou peut-être parce qu'il avait eu des doutes depuis longtemps. Il a exigé un test ADN sur le champ. Jenny s'est mise à pleurer, pas comme sa mère, mais de vraies larmes perdues. Elle ne comprenait rien, demandait pourquoi tout le monde criait. Beth l'a attrapée et l'a presque traînée hors de notre maison, disant que j'essayais encore de détruire leur vie, que j'étais jaloux. Mon père, lui, est resté. Il n'a rien dit pendant longtemps, juste assis dans notre salon à fixer le vide. Puis il m'a demandé comment je savais. Alors je lui ai tout raconté. Ce jour dans le parc avec Mark. Comment Jenny lui ressemblait. Comment Beth m'avait piégé quand elle avait compris que je savais. Il ne m'a pas cru tout de suite. Il répétait que Beth ne ferait jamais ça. Mais je voyais le doute ronger son visage. Toutes ces petites incohérences prenaient enfin sens. Les cheveux brun-roux de Jenny, que personne n'avait dans la famille. Ces traits qui ne ressemblaient à aucun de nous. L'insistance de Beth pour m'éloigner d'elle. La semaine suivante a été folle. Mon père a réellement fait le test ADN. Et il est venu à mon bureau dès qu'il a eu les résultats. Il n'a même pas attendu d'être chez lui. Il est entré, s'est assis, et a éclaté en sanglots. Résultat, 0 chance qu'il soit le père de Jenny. Tout ce qu'il croyait sur sa vie depuis 24 ans était un mensonge. Je pensais que je me sentirais satisfait, peut-être même heureux. Que la vérité éclatée serait une victoire. Mais voir mon père pleurer dans mon bureau, ça ne m'a rien fait. Juste du vide. Cet homme qui m'avait toujours terrifié, était totalement brisé. Il m'a demandé pour Mark. Si je savais où il était, ce qu'il faisait. Je lui ai dit ce que je savais, Mark traînait parfois près des endroits où vivaient les sans-abri, souvent défoncés.
Je ne l'avais pas vu depuis des années. Aucune idée s'il était encore vivant. Mon père est sorti de mon bureau comme s'il avait vieilli de 20 ans en 10 minutes. Mais il n'était pas vaincu. Il était furieux. Je pensais que c'était fini. Qu'ils allaient devoir gérer leur propre désastre. Que ce n'était plus mon problème. Puis Amy m'a appelé au travail le lendemain. Il s'est avéré que mon père était rentré chez lui et avait complètement perdu pied. Beth a essayé de retourner la situation, comme toujours. Elle disait que le test devait être faux, que le labo avait fait une erreur. Mais pour la première fois, mon père ne l'a pas cru. Des décennies de manipulation et de mensonges lui sont tombés dessus d'un coup, et il a craqué. Il n'a pas seulement crié, il l'a blessée. Gravement. Elle est à l'hôpital maintenant, 3 vertèbres fracturées. Les médecins disent qu'elle aura probablement besoin d'antalgiques toute sa vie. C'est Jenny qui a appelé la police. Mon père a été arrêté sur le champ, dans leur salon. Il parle de 3 à 5 ans de prison, puisqu'il a un casier vierge, et son âge jouera peut-être en sa faveur. Mais la famille de Beth demande la peine maximale. Et Jenny? Son monde entier s'est écroulé en une nuit. Le mariage est annulé. Son fiancé, ce fameux avocat, ne voulait pas gérer un niveau de bagage pareil. Maintenant, elle n'arrête pas de me bombarder de messages, me suppliant de l'aider à retrouver son vrai père. Amy me répète de tous les bloquer, de tourner la page. Et elle a sans doute raison, mais une partie de moi ne peut pas. Pas pour Beth. Pas pour mon père. Mais pour Jenny. Elle n'a rien demandé à tout ça. Tout ce qu'elle croyait vrai s'est transformé en mensonge. Aujourd'hui, j'ai appris que Beth est déjà accro aux antidouleurs. Sa famille l'a placée en centre de désintoxication. Jenny vit chez sa tante, refuse de parler à Beth. Mon père risque une vraie peine de prison. Leur petite famille parfaite? Disparue, juste comme ça. Et le plus bizarre, c'est que je ne ressens aucune satisfaction. Je pensais que prouver que je disais la vérité serait libérateur, que j'aurais enfin l'impression de justice. Mais ça ressemble juste à regarder une maison brûler alors qu'il ne reste déjà plus rien à sauver. À ce moment-là, je me concentrais seulement sur ma famille. Amy était de nouveau enceinte, une fille cette fois. Et ces chambres supplémentaires allaient enfin servir, juste pas du tout comme mon père et Beth l'avaient imaginé. Drôle comme la vie fonctionne parfois. Mais 2 mois après que tout ait éclaté, les choses se sont encore compliquées. Le procès de mon père a eu lieu le mois dernier. Je n'y suis pas allé. Mon avocat m'en a déconseillé. Et honnêtement, je n'avais aucune envie de les voir. J'ai appris par Jenny qu'il a pris 3 ans. Ça aurait pu être pire, mais le juge a tenu compte de son âge et de son passé sans histoire. N'empêche qu'à 58 ans, 3 ans, c'est long. Beth est toujours en cure de désintoxication. Il s'avère qu'elle prenait des antidouleurs bien avant que mon père ne l'envoie à l'hôpital. Sa sœur a dit à Jenny que Beth en prenait depuis des années. Elle cachait ça très bien. Ça explique maintenant pourquoi elle était toujours aussi parano et inventait des histoires folles. Elle en a encore pour au moins 6 mois de traitement. Jenny, eh bien, elle ne va pas bien. Elle a cherché Marc elle-même, posant des questions dans des refuges, demandant un peu partout. Elle a fini par trouver quelqu'un qui le connaissait. Il est mort il y a 2 ans d'une overdose derrière une supérette. Jenny s'est complètement effondrée en l'apprenant. Elle m'envoie des longs messages à 3 heures du matin, disant que toute sa vie lui paraît fausse. Qu'elle ne supporte plus son reflet, qu'elle ne voit que le visage de Marc. J'ai de la peine pour elle, mais Amy me dit que je dois garder mes distances. Elle a raison. Chaque fois que je réponds, Jenny s'attache davantage, pose plus de questions sur le passé. Le plus étrange? Son ex-fiancé a essayé de me contacter. Il voulait savoir si la folie courait dans la famille parce qu'il s'inquiétait pour ses futurs enfants. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Ouais, Jenny traverse une période horrible, mais elle ne mérite pas d'être jugée comme ça. J'ai appris que Beth raconte partout que j'ai inventé l'histoire avec Marc pour me venger. Même avec un test ADN prouvant noir sur blanc que Jenny n'est pas la fille de mon père, elle essaie encore de me faire passer pour le méchant. Certains de nos anciens voisins la croient. Les petites villes adorent les dramas, j'imagine. La grossesse d'Amy se passe bien. On attend une fille. Parfois, je regarde mon fils jouer et je pense à Jenny au même âge. Et je me demande si les choses auraient été différentes si mon père avait remarqué les signes, ou si j'avais parlé à quelqu'un d'autre à propos de Beth et Marc. Mais on ne peut pas changer le passé, pas vrai? La maison semble différente maintenant. Comme si toute l'énergie négative de leur visite s'était enfin dissipée. Nous transformons la future chambre de Jenny, celle que mon père voulait que je lui donne, en chambre de bébé. Amy a tout planifié, thème rose et gris, petites étoiles au plafond. Je pense encore parfois à Tom, ce sans-abri qui m'a aidé après que mon père m'a mis dehors. J'aimerais pouvoir lui montrer ce que je suis devenu. Lui prouver qu'il avait raison, que je pouvais m'en sortir. J'espère qu'il va bien, où qu'il soit. Je reçois des messages du côté de mon père. Certains le soutiennent. D'autres sont furieux contre lui pour ce qu'il a fait à Beth. Aucun d'eux ne s'est soucié de savoir où j'étais durant les années où j'étais à la rue. Drôle, la famille, parfois. C'est à peu près là où j'en suis. Il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. La vie continue, vous savez? Mais à tous ceux qui ont suivi cette histoire et envoyé du soutien, merci. Écrire tout ça m'a aidé plus que je ne le pensais.
Mention spéciale à la personne qui a suggéré la thérapie. Tu avais raison. Jenny m'a envoyé un dernier message hier. Elle a dit qu'elle partait dans un autre état. Qu'elle voulait repartir à zéro. Qu'elle voulait garder contact. Je lui ai répondu, peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai besoin de me concentrer sur ma propre famille pendant un moment. Voilà. C'est tout. L'histoire est finie. Plus de drama. Pas besoin de mise à jour. Parfois, la meilleure vengeance, c'est juste d'être heureux, vous savez ?